Alors aujourd'hui, on va parler du persona et l'artiste. Donc, on va essayer un petit peu de préciser, ou du moins d'essayer d'être pertinent dans l'approche du persona par rapport à l'artiste et par rapport à l'artiste peintre, l'artiste sculpteur, l'artiste photographe. Voilà, il y a plusieurs typologies. Donc, on va parler du persona qu'on définit comme le client idéal. C'est à partir de là où tout va se concrétiser. Toute votre, on va dire, toute votre stratégie commerciale, marketing. Alors oui, je sais, stratégie dans le cas d'un artiste, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas, si vous voulez vendre à quelqu'un, il faut d'abord définir à qui vous voulez le vendre. Et après, tout va découler par rapport à ça. C'est ça. On va pas parler de stratégie, mais on va parler plutôt de objectifs. Et c'est vrai que quand on connaît bien son persona, après on sait à qui on s'adresse, et du coup on va créer du contenu aussi qui va aller dans le même sens. Et puis quand on va chercher des collaborations, eh ben le persona va nous aider parce qu'on aura déjà un profil bien distinct en tête, et ça c'est ce qui va nous aider énormément. Par exemple, si vous faites des recherches sur LinkedIn, vous n'allez pas taper au hasard, vous allez taper précisément là où il faut toucher. Par rapport au persona, donc j'ai pas mal de choses à dire, quoique toi tu préfères le dire, non? Non, après moi je peux prendre le relais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, alors j'ai tout noté parce que je sais ce que c'est, mais en fait, s'il faut que ce soit un peu plus pertinent pour vous. Donc le persona, c'est quoi? Ça va être votre client idéal. Alors par exemple, je vais prendre des choses complètement, on va dire extrêmes. Si vous voulez vendre, je sais pas moi, si vous voulez vendre des séjours en maison de retraite, par exemple, et que vous faites un site internet qui va vendre cette prestation. Vous allez d'abord définir à qui vous allez vous adresser. Qui va être la personne qui va acheter? Qui va être le prescripteur? Par exemple, pour une maison de retraite, ça peut être aussi la fille ou le fils de la personne qui doit la maison de retraite. Comment vous allez récupérer cette information-là? Comment vous allez identifier la personne qui peut accéder à votre demande et qui va acheter? C'est exactement pareil pour la partie artiste, photographe. Vous allez, artiste, je parle, et photographe, vous allez de toute façon devoir définir quelqu'un qui va acheter vos toiles, vos sculptures, vos photos. En fait, c'est une personne qui correspond vraiment au profil de votre client, et qui va donc du coup être vraiment en plus même l'ambassadeur, c'est-à-dire que il va parler de vous, il va vous acheter, mais dans un premier temps, peut-être qu'il va être plutôt en partager vos actualités parce que vous correspondez vraiment à ce qu'il aime. Et c'est vrai que de connaître son client idéal ou son persona, comme on dit dans le marketing, ça aide énormément aussi sur toute la communication qu'on veut développer. Donc, par exemple, moi, Gilles a pris un exemple un petit peu large dans le quotidien, mais moi, par exemple, si je vous donne un exemple avec un artiste, je connais bien un artiste qui fait uniquement des peintures de voitures. D'après vous, où est-ce que on dira pas qui c'est. Voilà, bonjour Alain. Donc effectivement, cette personne-là qui a des tableaux bien ciblés ne va pas aller dans des lieux ou dans des événements où il n'y a pas son type de client. Donc c'est-à-dire que effectivement, Alain, quand il veut toucher en plein cœur de ses clients, il va chercher des événements ou des lieux où il y a ce type de client. Et par exemple, où on trouve un type de client qui est intéressé par les voitures. Ben, par exemple, vous savez, il y a des fois des salons de vieilles voitures, il y a des rassemblements de vieilles voitures. Et ben dans ces cas-là, il se dit pourquoi pas contacter les organisateurs de l'événement et de demander voilà, il n'y a pas possibilité que je vienne avec 4 ou 5 tableaux pour pouvoir un peu montrer mon univers qui correspond vraiment à votre thématique que vous abordez. Et là, du coup, Alain, il touche mais le bon client. C'est-à-dire que les gens qui vont se déplacer sont fans de voitures, sont vraiment, il y a que ça. Et lui, il présente des tableaux avec des voitures. Donc, vous voyez un petit peu le schéma mental qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est exactement ça. C'est cette démarche-là qu'il faut avoir. On peut parler aussi, par exemple, des animaux, ceux qui font des animaux ou des peintres animaliers. C'est la même chose. Vous allez vous adresser à quelqu'un qui aime les animaux, qui a un chien, qui a un chat, qui a un cheval. Ça va être des gens que vous allez pouvoir cibler. En gros, si on définit un client idéal, ça ne veut pas forcément dire que vous ne devez vendre qu'à ce client. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'en gros, la majorité de votre cible, et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Bien sûr que vous pouvez vendre à tout le monde. Vous allez me dire, moi, j'ai un client 18 ans qui m'a acheté une toile, autant qu'un retraité de 75 ans. Il n'y a pas de problème. Mais votre cible principale, les gens qui vous achètent le plus sont des gens entre, par exemple, quel âge, ils habitent où,
quel est le type quelle est leur situation financière ou professionnelle. Alors, j'ai vu Catherine qui dit, oui, c'est quelqu'un qui a des sous et qui aime la peinture. D'accord, mais est-ce que tu as quelque chose de plus précis? Non, c'est pas suffisant parce que vous savez très bien que des fois sur les salons, on entend les réflexions des clients et on peut avoir des clients avec un budget qui peuvent venir sur votre stand et qui aiment les couleurs, par exemple. Et moi, ça a été le cas. Ils aiment la couleur, ils viennent sur mon stand parce qu'ils sont attirés soit par la femme, soit par le conjoint. Et j'entends l'un des deux qui dit ah non mais ça je mets pas chez moi. Donc du coup ils aiment la couleur, mais quelque part ils aiment quelque chose de particulier. Et là, j'ai vu dans le chat qu'il y avait quelqu'un qui disait oui, mais moi je fais du semi-figuratif ou de l'abstrait. Et ben là, en fait, vous allez toucher certaines personnes qui vont correspondre au message que vous véhiculez derrière votre art. Donc, si par exemple vous faites de l'abstrait, mais que vous êtes tourné plutôt vers le spirituel ou vers l'organique, ou quelqu'un qui travaille, je sais pas, l'abstrait, mais qui est plutôt dans les formes géométriques. Et ben, les formes géométriques, c'est pas le spirituel ou c'est pas, enfin. Vous voyez un petit peu, il y a une sorte de différence entre tous ces thèmes abordés. Et du coup, vous allez souvent attirer le même type de public. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas attirer d'autres personnes, ça c'est sûr. Mais en gros, moi, c'est vrai que je l'ai remarqué sur mon persona. Et moi, j'ai par exemple 2 types de tableaux que je propose dans mon portfolio. J'ai des portraits et j'ai des floraisons abstraites. Alors, le portrait, ça fait un moment que je l'ai développé. Je connais bien mon personnage. Je sais que c'est un homme d'une 40aine d'années, je sais que c'est un cadre dirigeant, je sais qu'il est très fan de déco et qu'il aime bien aussi il est aussi artiste de son côté, en tout cas pour des techniques un peu de la photo, des choses comme ça. Et à côté, pour mes floraisons abstraites, je sais que c'est une femme, je sais qu'elle est anglaise, parce qu'en fait, j'ai développé ces floraisons abstraites un peu avec mon galeriste anglais, et en fait, il voulait vraiment quelque chose qui touche un peu les femmes anglaises, et c'est vrai que les roses anglaises que je dessine régulièrement, qui sont un petit peu en avalanche. Ça plaît énormément aux femmes anglaises. Et donc, du coup, j'ai pu créer aussi mon persona, savoir que c'était une femme qui travaillait un peu dans le design, dans la déco, qui était souvent commerciale ou qui travaille dans les achats, qui aimait beaucoup aussi faire du recyclage, récupérer des vieux meubles et qui avait aussi un jardin et qui adorait ce type de réalisation avec beaucoup de fleurs. Donc voilà, c'est comme ça en fait. Et du coup, maintenant quand je travaille, ben, j'arrive plus à cibler mes clients. Il y a marqué Béatrice, le personnage d'Émilie, c'est Gilles en fait. Bah oui, t'as tout compris Béatrice. Et non mais c'est vrai que si vous, alors après, c'est ce que je dis toujours, le persona, vous le définissez, votre client idéal, c'est le client idéal. Ça veut dire c'est pareil, c'est si vous gagnez de l'argent au loto, vous allez acheter quoi en priorité? Après oui, vous allez acheter plein de choses, mais qu'est-ce que vous allez acheter en priorité? Quel est votre impératif? Donc là, vous allez vous caler sur quelqu'un qui va vraiment être, en gros, votre cible et à qui vous voulez vous adresser. Et après, toute la démarche que vous allez faire dans la communication, dans les écrits, pour aller faire des expositions, vous allez forcément vous caler sur cette niche de personnes que vous voulez atteindre. Par exemple, si vous êtes, si vous faites des très grands tableaux un peu abstraits, eh bien, on peut dire que votre persona, un de vos personae, peut-être des architectes d'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez définir votre catégorie, mais ça peut être un architecte d'intérieur de New York, ça peut être qui a 45 ans, qui s'appelle John, c'est ça. Par exemple. C'est ça, mais c'est surtout que ça va vous aider, par exemple, dans vos recherches. Par exemple, là, Gilles donne l'exemple d'un architecte d'intérieur. Ben, là, maintenant, vous avez le persona, vous pouvez faire des recherches sur LinkedIn. Vous voyez, vous pouvez commencer à établir un plan d'action. Donc, c'est vrai que de savoir un petit peu là où on doit taper, ça aide énormément. Parce que moi, par exemple, au début, je faisais un peu comme tout le monde. Je disais, ah, mais moi, mon persona, c'est les gens qui aiment la couleur. Eh ben non. Eh ben non. Parce qu'en fait, quand vous dites c'est la couleur, c'est trop vaste. C'est trop large. Et dans la couleur, il y a des gens qui vont aimer plutôt certains types de tableaux, d'autres qui vont être plutôt sensibles à d'autres qui vont avoir des émotions sur d'autres choses. Donc, du coup, on peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Moi, je vois que les artistes qui fonctionnent, ce sont des artistes comme Alain, qui vont donc du coup avoir un public, les vieilles voitures. Après, il va y avoir aussi des gens qui vont faire que des portraits de chevaux, par exemple, et donc du coup qui vont cibler les centres équestres, qui vont cibler certaines personnes avec un budget déjà, parce que voilà, pour avoir un cheval, déjà, il faut avoir un certain budget. Mais donc du coup, c'est tout ça. Et puis, j'ai encore une petite anecdote à vous donner.
un jour, je discute avec une artiste et cette artiste me dit, écoute, moi, en ce moment, ça marche super bien. Alors, je dis, vas-y, explique-moi, qu'est-ce que tu as fait et tout. Elle me dit, voilà, en ce moment, je travaille avec des cabinets dentaires. Alors, je dis, ah bon, mais comment t'en es venu à ça et tout? Elle me dit, voilà, moi, ça fait depuis peut-être 2-3 ans que je fais des bouches. Et en fait, c'est arrivé par hasard. C'est-à-dire que des fois, le persona peut aussi, quand on n'y travaille pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la réflexion. Là, c'est une réflexion qu'on vous demande de faire. Hein. C'est-à-dire, c'est pas tout de suite maintenant qu'il faut se poser des questions. Donc, du coup, elle s'était pas fait la réflexion. Donc, ça avait mis un certain temps avant de s'établir. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle faisait des bouches, elle peignait des bouches. Et un jour, lors d'un vernissage, elle rencontre un dentiste qui lui dit, écoutez, venez faire un événement ou en tout cas une exposition dans mon cabinet dentaire parce que vraiment, moi, j'adore vraiment ce que vous faites et puis c'est en adéquation avec mon métier. Donc, du coup, c'est ce qu'elle fait. Elle fait son expo, elle reste 3 mois dans ce cabinet dentaire. Lors du vernissage, ça se passe super bien, désolée. Et elle a vraiment, elle fait plusieurs ventes. En plus, elle vend directement au dentiste qui est qui réceptionne l'expo. Donc, il lui en achète en disant, celles-ci, elles ne bougeront plus, elles resteront dans mon cabinet. Il y avait d'autres dentistes qui étaient venus pour l'événement, qui ont acheté eux aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de cette première expo, elle a eu plein de demandes de cabinets dentaires. Et après, quand elle prospectait chaque fois dans un cabinet dentaire. Donc, pendant 2-3 ans, comme ça, elle a vraiment bien fonctionné grâce à cette thématique qui était vraiment pile poil, quoi. Et ça fonctionnait super bien. Donc, voilà, en fait, c'est une démarche à avoir. C'est une réflexion, le persona. Ça peut être un hasard comme cette artiste, mais c'est mieux de la réfléchir un peu en amont pour ensuite ne pas taper dans tous les sens, en fait, et d'essayer vraiment de passer à l'action, mais dans une bonne direction. Parce que si elle avait fait, en fait, son persona avant, elle aurait dit, voilà, les bouches, qui je peux contacter, eh ben oui, elle serait venue, je pense. Voilà, après, c'est juste une définition, c'est juste votre définition du client idéal. Il n'y a pas de vraie réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Non. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment vous qui définissez pour dire, moi, ce que je fais aujourd'hui, je vais m'adresser à telle personne. Après, beaucoup de gens aussi vont utiliser le client idéal comme eux-mêmes. D'accord? C'est-à-dire d'utiliser, en fait, ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes pour pouvoir valider leur client idéal. Et là, j'ai vu un petit mot de Valérie qui dit, oui, vous pouvez sonder aussi vos clients. Oui. Vos clients actuels. Faire un sondage pour dire, en gros, qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais. Voilà, ça permet un petit peu de cibler, mais vous les voyez de toute façon, vos clients, quand ils viennent au salon, quand vous les rencontrez en direct, vous voyez à peu près à quoi ils ressemblent. Est-ce que c'est des très jeunes? Est-ce que c'est des gens qui ont entre 35 et 50 ans, qui sont cadres, vous voyez par rapport à leurs habits, par rapport à la façon dont ils s'expriment. Ça, c'est une manière d'avoir son client idéal. De dire, en gros, moi, la majorité de mes clients, c'est ça. Donc, comme je disais, c'est pas du tout. Il faut essayer de cibler au maximum parce que ce que vous allez faire, vous, en termes de communication, aussi, va pouvoir se répercuter beaucoup plus facilement sur une niche que sur le mass market. Aujourd'hui, si vous adressez à 70 millions de Français, par exemple, oui, les Français, je vends en France, c'est des Français, 70 millions de personnes, ça fait beaucoup. Donc, vous n'arriverez jamais à rien vendre et vous ne savez pas par où commencer. Est-ce que vous allez faire de la presse quotidienne régionale? Est-ce que vous allez faire du Facebook, de la pub Facebook? Est-ce que vous allez faire des petites annonces dans des journaux locaux? Ça va vous permettre de définir. C'est ça. Et donc, du coup, je rebondis sur la question de Stéphanie qui dit, mais une fois que tu as défini ton persona, tu fais comment pour y accéder? Eh bien, par exemple, si ton persona, tu constates que tiens, j'ai discuté avec quelqu'un du bootcamp tout à l'heure, avec Florence, qui me disait, mon persona, du coup, c'est qui? Enfin, comment, une fois que je connais mon persona, comment y accéder? Eh bien, son persona, c'était des chercheurs et des scientifiques. Donc, moi, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est quand tu sais que ton persona, c'est des chercheurs, des scientifiques, eh ben, tu peux aller sur des forums peut-être de scientifiques ou des plateformes où il y a des scientifiques. Sinon, tu peux aller sur LinkedIn dans un premier temps. On est tous rangés par métier sur LinkedIn. Donc, du coup, tu vas peut-être faire une recherche en disant, ben voilà, moi, je cherche que des chercheurs, c'est le cas de le dire, et des scientifiques parce que mon art correspond vraiment à quelque chose qui est dans ce sens-là. Et pourquoi pas exposer lors d'un colloque scientifique. Pourquoi pas proposer mon travail qui va faire écho aux recherches de scientifiques. Donc, c'est vrai qu'une fois en fait qu'on a le profil, eh bien, on sait où taper. C'est ça qui est intéressant en fait. On sait où commencer nos recherches. Et il faut aussi voir large. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire je cherche que des clients dans des galeries.
Non, il faut chercher des clients, comme Alain, je cherche des clients là où il peut y avoir des gens susceptibles d'être intéressés par mon art. Donc, pourquoi pas aller à un salon où on vend de la voiture, pourquoi pas aller à un événement où il y a des rassemblements de chevaux, et moi je fais des portraits animaliers par exemple, et du coup, c'est là que je vais devoir montrer mon art. Après, vous voyez un petit peu c'est vraiment essayer d'aller au-delà et d'aller chercher le public là où il est. Après, alors on va essayer de répondre aux questions plus ou moins. Voilà, donc Sophie, est-ce un handicap si on habite dans une petite ville loin de zone? En fait, oui, parce que ton client idéal, il peut être avocat à Paris. Oui. J'exagère, tu vois, mais c'est en fond. En fait, en gros, l'idée, c'est le client idéal. C'est quoi ton client idéal? Est-ce que tu as envie de vendre à des politiques qui gagnent beaucoup d'argent? Est-ce que tu as envie de vendre ça à des chercheurs pour décorer, je sais pas moi, le CNRS? Est-ce que tu as envie de vendre ça à des avocats? Enfin, c'est vraiment aussi ta perception de ton art, à qui ça peut plaire. Mais t'as pas. Et c'est surtout le lien que ton art a avec l'extérieur. Par exemple, là, Gilles parle de politique, mais je sais qu'en Angleterre, par exemple, il y a des peintres qui sont attribués à la famille royale. Et donc, il y a tout un groupe de peintres qui sont très bons et excellents, on va dire, dans la réalisation de portraits et de la famille royale et des princes et tout ça. Et eux, c'est ça leur personnage. C'est-à-dire que eux, ils sont vraiment dans ce microcosme et ils se connaissent tous d'ailleurs, et c'est comme ça en fait qu'on arrive du coup à trouver sa place. C'est pas en essayant de se dire tiens, je vais aller essayer de vendre dans tous les sens. C'est quand on vend dans tous les sens, finalement même le portfolio, il va être complètement, il va pas avoir d'harmonie, d'unité. Parce que si vous faites un travail qui est trop hétéroclite, c'est pareil, vous allez noyer votre persona. Parce que vous allez faire peut-être de l'animalier, et à côté vous allez faire de l'architecture, et puis à côté vous allez faire des voitures, et à côté vous allez faire. Et du coup, c'est vrai qu'on peut avoir 2 ou 3 personas dans un portfolio. Moi, j'en ai 2 déjà, donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais en avoir plus de 3, je trouve que ça commence déjà à dissocier le portfolio, à le rendre moins facile de lecture. Donc voilà, oui, on peut avoir plusieurs personas, ça c'est tout à fait possible, mais il faut pas en avoir trop non plus. Alors, donc Valérie revenait sur les sondages, mais par exemple, quel est ton client idéal? Après, vous pouvez complètement inventer. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez jamais vendu ou si vous ne vendez pas suffisamment pour pouvoir définir une sorte de clientèle, vous pouvez l'inventer. Alors après, moi, je parlerai pas d'invention. Je parlerai plutôt de qu'est-ce que je veux projeter avec mon art et du coup, quel est le client que ça va me ramener. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va l'imaginer alors. Alors plus d'imagination, tu veux dire. Oui, voilà. Je veux pas parler d'imagination, je veux parler plutôt de projection. C'est-à-dire que quand je vais faire un sondage, je vais poser des questions qui vont me permettre de savoir un petit peu quelles sont les habitudes de mon persona. Est-ce que mon persona, il aime acheter en ligne? Est-ce que mon persona aime acheter plutôt en galerie? Ça aussi, c'est intéressant de savoir parce que du coup, est-ce que c'est la peine de créer une boutique en ligne si mon persona, finalement, il achète que sur des marchés créateurs? Vous voyez? Donc après, par exemple, je vous dis un truc. On va dire que mon persona, il est vegan. Donc mon persona est vegan, il n'aime pas tout ce qui est technologie, il n'aime pas tout ce qui est... Donc du coup, je sais que mon persona, finalement, je vais l'avoir que sur les marchés créateurs, quand je serai face à lui, ou quand je ferai des expositions, ou quand je ferai des ateliers portes ouvertes. Vous voyez un petit peu la démarche? Parce que mon persona, de toute façon, il n'est pas technologie du tout. Il veut pas aller sur Facebook, il veut pas aller... Donc, pas de boutique en ligne non plus. Après, là, il y a Sophie qui marque la difficulté, peindre selon son feeling et cibler après si c'est vendu, mais pas du tout. En fait, c'est pas du tout ce qu'on demande. En fait, le persona, ça va être vraiment une perception pour que tu puisses faire ta communication et aller chercher les clients là où ils sont. Ça veut pas dire que tu vas peindre selon ton persona. Non. Ça veut dire que ce que tu fais toi en termes de peinture, tu vas projeter, comme disait Émilie, tu vas projeter des choses et ça peut parler à qui, à ton avis? Voilà. Après, il faut essayer de cibler au maximum. Mais... Alors, je donne un autre exemple, par exemple. Je suis très spirituelle, je suis une artiste très spirituelle. J'adore tout ce qui est lâcher prise, méditation. J'adore la fleur de lotus. J'adore tout ça. Vous voyez un petit peu l'ambiance? Et du coup, je vais créer des œuvres qui vont être dans cette atmosphère-là. Et donc, forcément, je vais attirer un public particulier. Je ne vais pas attirer, par exemple, les gens qui ne sont pas spirituels. Je ne vais pas attirer les gens qui sont... Et donc, du coup, mon persona, en fait, en plus, on est chanceux en étant artiste. Parce qu'on a une création qui attire déjà avec ses vibrations, qui attire par son énergie dégagée. Donc, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui fait, par exemple, je sais pas moi, qui ferait un truc qui est vraiment pas du tout... qui ferait des pinces à linge. J'étais en train de lire les commentaires. Quelqu'un qui crée des pinces à linge.
ben ça va être plus difficile pour trouver. Bon, peut-être qu'il va dire oui, persona, la personne qui, je sais pas. Mais bon, en tout cas, moi je trouve en étant artiste, on a aussi cette possibilité d'émotion qui fait que ça va nous orienter. Si par exemple, je sais pas moi, je vais vous donner un cas extrême. Je peins des chats écrasés. Ok, je peins des chats écrasés. Donc je suis artiste. Tu peins des chats écrasés. Oui, ton exemple est bizarre. Oui, c'est un profil extrême pour vous montrer. Je suis un artiste perché, je peins des chats écrasés. Bon, eh ben, qui ça va intéresser ça? Ça va intéresser un peu les gens qui sont un peu perchés aussi, je sais pas, qui vont être dans un univers très sombre, avec de la violence, eh ben ça va attirer ce type de personnes, vous voyez. Ça va être une personne un peu négative qui va être adressée, qui va s'attirer, qui va regarder ce genre de tableau. Voilà. Et ben c'est pareil. En fait, c'est votre art va dégager des choses, et ces choses-là vont attirer votre persona. Donc vous pouvez déjà le savoir un petit peu parce que vous avez peut-être sondé ou vous avez peut-être rencontré des personnes toujours un peu du même profil. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand je faisais beaucoup de Lady Gaga, par exemple, je faisais des Lady Gaga, je faisais des choses comme ça, des portraits très pop, avec une effigie très gaie. À mes vernissages, j'avais beaucoup plus d'hommes gays qui venaient à mes vernissages parce que j'avais vraiment, je proposais un produit qui faisait partie aussi de leur culture. Donc, voilà. Vous voyez, On sait que le persona évolue en fonction de vos créations. Il va pas être figé. On sait surtout que c'est un peu c'est pas du tout un concept abstrait, mais je comprends que ça puisse l'être. Oui. Parce que, alors après, par exemple, pour définir un peu son client idéal, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. On peut se dire, voilà, alors on peut lui définir un prénom, on peut lui définir une tranche d'âge, on peut lui définir une catégorie sociale, une profession, une situation familiale. Mais en gros, l'idée, c'est de savoir à qui vous voulez plaire, à qui vous voulez vendre. Et après, de dire, voilà, si je veux vendre moi aux avocats, eh ben, il faut que j'aille sur tel endroit, aller dans tel forum, peut-être envoyer mes demandes ou mes portfolios à des cabinets d'avocats qui sont reconnus. C'est en fonction d'eux. Après, vous pouvez le faire à plusieurs personnes. Vous pouvez le faire aussi aux experts comptables. Enfin, je veux dire, votre persona va vraiment être défini sur la meilleure. Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'il y a Elodie qui a répondu à mes chats écrasés. D'accord. La meilleure solution, je sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, il y a un persona, mais ça permet de définir la communication que vous allez avoir et qui va vous permettre de toucher ces gens-là. Par exemple, les médecins, c'est pareil. Si vous voulez, vous prenez la liste des médecins et vous leur envoyez des petites demandes de portfolio. C'est à peu près ça. Parce que qui va acheter? Oui, des gens qui ont de l'argent, mais qui a de l'argent? Est-ce que vous pouvez définir une sorte de catégorie socio-professionnelle qui va être en mesure de pouvoir acheter 1, 2 ou 3 toiles chez vous? Mais ça suffit pas l'argent parce que non, ça suffit pas. Mais c'est ce que je dis. Moi, je vous ai dit sur le salon, la personne qui était venue avec sa femme et qui m'avait dit oui, j'aime la couleur, mais je mettrai pas ça chez moi. Bon ben voilà, il a tout dit quoi. Donc du coup, il fait pas partie de mon persona. Donc ça, c'est bien à savoir aussi de temps en temps d'avoir ce type de réflexion. Alors je vous le dis, le persona il évolue. Il va vraiment, moi, il a évolué dans le temps. Je vous dis, quand j'ai au tout début de ma carrière, je faisais beaucoup de célébrités, donc je répondrai aussi concernant les questions de libre de droit. Et ben je faisais beaucoup de célébrités qui plaisaient beaucoup et je faisais beaucoup d'événements dans le Marais. Voilà, la boucle était bouclée. Et c'est vrai qu'après, pour tout ce qui est libre de droit, de toute façon, ça c'est une grande question qu'on abordera lors d'un webinaire et je pense qu'on fera venir d'ailleurs quelqu'un spécialiste parce que du coup il y a des choses aussi qu'on ne peut pas toujours aborder de nous-mêmes. Et en tout cas, nous on veut être aussi précis dans notre information. Donc c'est une bonne suggestion en tout cas de relever ça, mais on en parlera lors d'un prochain webinaire. Alors après oui, il y a aussi il y a l'acheteur, voilà, il y a l'acheteur et le prescripteur, donc qui est le commanditaire, voilà pour Lily. Ce sont deux types de personnages complètement différents. Mais si tu veux toucher le client, il faut que ton client idéal, il faut que tu puisses passer par le prescripteur. Donc ça va être pas la même chose, mais de toute façon, il va falloir que tu ailles voir le prescripteur pour toucher les clients. Donc prescripteur, c'est par exemple voilà des designers d'intérieur ou des galeristes ou ce genre de choses. C'est comment pas plaire à ces gens-là, mais comment leur envoyer l'information. Galerie, c'est facile. Oui, après les prescripteurs, ils servent juste là
de relais, quoi. Ils relaient l'information. Eux, ils sont ouverts à toute possibilité, mais après, c'est avec les clients ils vont cibler de leur côté aussi. Pour tout ce qui est prescripteur et puis designer d'intérieur, il faut, à mon avis, bon, déjà, on peut aussi passer par LinkedIn pour faire des recherches, mais je pense que, comme chez les artistes, les designers d'intérieur, ils ont aussi comment dire, pas leur image de marque, mais ils ont aussi leur spécificité. C'est-à-dire qu'il y a des designers d'intérieur qui vont être que dans le minimalisme et dans l'épuration extrême. Donc, si vous faites beaucoup de fleurs et de motifs comme moi, par exemple, c'est même pas la peine d'aller les contacter. Donc là aussi, il y a une recherche, et c'est un peu comme faire pour le persona, c'est-à-dire qu'on va un peu cibler, c'est-à-dire que on va chercher un designer d'intérieur qui va être un peu dans l'univers de nos tableaux, c'est-à-dire que moi, si je voulais démarcher, j'irais voir Matthew Williamson. Matthew Williamson, c'est un Anglais designer d'intérieur. Tous ses intérieurs sont très fleuris, c'est surchargé de couleurs, c'est du fluo, c'est du rose, c'est des flamants roses. Voilà, et ben moi j'adore. Et je pense que c'est plus un univers qui me correspond. Je vais pas aller voir quelqu'un qui fait de l'épuration où il y a pas de couleur, tout est gris, tout est béton. Voilà, vous voyez. Donc là aussi, il y a une recherche à faire. Alors, Sophie qui écrit comment se sentir légitime pour prospecter avec son portfolio. Ben, en fait, ça, c'est un autre sujet. Oui. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière. Là, si tu commences à penser comme ça, tu penses à l'envers. Donc, Sophie, je te recommande plutôt de dire non, mais moi, j'ai du potentiel, j'ai des capacités. Si je fais un portfolio qui est bien sympa, bien structuré, avec de belles photos, ben j'y vais, voilà, je passe à l'action, et puis je vois comment ça marche. Et puis si ça marche pas, et ben je ferai différemment. Et puis si j'ai des retours qui me disent oui, mais tatati tatata, et ben à ce moment-là, je m'adapterai. Voilà, je pense que là-dessus, il faut pas trop se poser de questions. Si en plus on a commencé à avoir une petite voix qui nous dit va dans cette direction, va dans cette direction. Moi, l'intuition aussi, elle fait partie de mon parcours, donc voilà. Après, il y a pas mal de choses aussi, c'est que le persona, entre guillemets, ça va juste être une aide. Ça veut pas dire que quand vous avez défini votre persona, vous ne devez vendre qu'à lui, ou vous ne devez faire que des toiles qui doivent lui plaire. Pas du tout, c'est pas du tout le principe. Le principe, c'est de dire, moi, je veux plaire à ces personnes-là par rapport à ce que je fais. Qu'est-ce que je donne en échange de mes toiles? Je vais avoir des personnes, je fais ma communication, je vais aller vers eux, je vais essayer de leur vendre. Mais derrière, vous pouvez vendre à des gens, mais complètement différents. Oui. Mais ça veut pas dire que votre persona enfin si, ça veut dire que votre persona n'est pas forcément le bon. Mais ça veut pas dire qu'il est complètement mauvais. Vous voulez aller vers cette personne-là, vers ce persona. Donc, faut pas hésiter. Après, voilà, ce que vous faites, vous, pour atteindre ce persona-là, il y a peut-être d'autres personnes de plus vastes qui vont récupérer et qui vont être intéressées par ce que vous faites. C'est ça. Et je pense à un dernier exemple, et après, le temps avance, donc il faudra passer à la suite. Je pense à un dernier exemple, en fait. Je connais quelqu'un qui, il a décidé en fait de créer des créations très très haut de gamme. Ok. Donc son objectif, c'est de travailler vraiment qu'avec des gros clients, mais des clients qui ont vraiment du budget. Là, on est dans un autre niveau là. Voilà. Et donc du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est que ces personnes-là, qui ont beaucoup d'argent, ont besoin d'être rassurées constamment. Donc du coup, il a créé un site internet qui est vraiment dans ce que ces personnes-là attendent au niveau de communication, qui a aussi communiqué avec des photos de qualité, parce que du coup, il a voulu montrer à travers aussi ses visuels qu'il était dans du haut de gamme jusqu'au moindre détail. Donc, il a travaillé. Vous voyez la démarche qu'il a commencé à faire. Donc, il a fait un site internet haut de gamme de chez haut de gamme, avec comme il s'est inspiré un petit peu des designers de mode. Il s'est inspiré de ce qu'il voyait un petit peu dans les hôtels luxueux. Il a créé des visuels vraiment top qualité avec des produits vraiment très luxueux. Et il a fait toute sa communication autour de ça. Et ben du coup maintenant il a des clients de ce style-là. Et c'est confidentiel, juste pour info, parce que tout le monde me demande le nom. Je ne peux pas vous donner le nom, mais du coup, il est vraiment, c'était ça son objectif. Son objectif, il voulait pas travailler avec des gens, il voulait travailler avec des grosses pointures. Bon, voilà, hein, chacun ses goûts. Et je vous dirai pas avec qui il travaille, mais vous les connaissez de toute façon de nom. Donc, donc voilà, mais il a créé un univers pour que quand les gens arrivent sur son site, quand les gens regardent ses photos, quand les gens lisent ses textes, ils se disent oui, on est chez nous, on se retrouve comme à la maison, on a les mêmes repères. Donc voilà, si vous voulez toucher du haut de gamme,
ne faites pas un site web cheap parce que vous allez jamais les toucher. Si vous voulez créer, contacter, je sais pas si vous avez un persona qui est plutôt dans le côté nature, ben n'allez pas faire un site web qui ressemble à du béton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait c'est cette recherche-là. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on se dit, ben, effectivement, oui, moi j'aime la nature, j'aime la beauté, j'aime les fleurs, et pourquoi je vais faire un site web noir et gris? Vous voyez? Donc, en fait, il y a une recherche. Après, ça va vous aider aussi dans votre communication, dans votre image de marque. Et c'est pour ça que le persona est super important dans l'image de marque parce que dans une image de marque, c'est en fait c'est notre miroir. C'est ce qu'on reflète aux autres. Moi, vous voyez, quand on voit mes tableaux, les gens, ils disent toujours les mêmes mots. Et je pense que chez vous, oui, et je pense que chez vous, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens, quand ils vous croisent, ils vont souvent avoir les mêmes mots qui vont ressortir face à vos travaux. Et ben ça, ces mots-là, ça va vous aider aussi pour créer votre communication. Ça va vous aider pour votre image de marque. Parce que si on dit chaque fois, ah ben tu es rayonnante, oh là, tu es dynamique, oh tu es rayonnante, n'allez pas créer un site web qui est noir et blanc. Vous voyez, faites plutôt du jaune, du rouge, des choses comme ça. Si on vous dit ah ben toi quand je viens tes tableaux quand je les vois ils me reposent, c'est la sagesse, mais peut-être que c'est peut-être au niveau des couleurs violettes que vous allez créer quelque chose qui va créer cette sagesse. Voilà, en fait c'est pour ça que le persona est important parce que dans notre communication personnelle on va pouvoir aussi évoluer dans le bon sens et du coup on va rassurer nos clients parce que nos clients qui aiment la nature ils arrivent sur un site avec plein de vers et d'oiseaux et de montagnes, ils vont se dire waouh, mais je suis chez moi. Voyez. Et en fait, Béatrice vient de dire un truc très très intéressant. Oui, il faut être aligné. En effet, c'est ça. En effet, Béatrice, t'as compris le truc. Voilà. En fait, c'est une des 12 fondations de la méthode Live Mentor. Donc c'est l'alignement. L'alignement dans ton projet. Alors Live Mentor, c'est beaucoup plus sur de l'entrepreneuriat en général. Donc c'est pas que des artistes, mais c'est l'alignement. Si t'es aligné par rapport à tes valeurs. C'est ce que tu vas toi transmettre en tant que valeur. Tes valeurs, elles vont apporter à qui en fait, et qui va être ton persona. Donc c'est ça. Faut être vraiment aligné par rapport à ce que tu proposes et faut pas être complètement en décalage juste pour plaire. C'est-à-dire que si toi tu es quelqu'un de nature, si tu fais des fleurs, des herbes, je connais une artiste peintre pareil, elle fait des choses beaucoup plus plus vert dans la partie nature. Oui, elle va pas commencer à faire un site en noir et blanc juste pour dire je veux plaire à je sais pas qui. Non, il faut qu'elle reste alignée par rapport à ses valeurs, à ce qu'elle veut proposer. Ça va pas la représenter. Et ça va pas la représenter et elle va pas être bonne. Elle va pas être bonne dans ce qu'elle va proposer sur son site internet. Et son site n'aura pas d'efficacité, ne sera pas productif. Il ne va pas lui ramener les bons clients. Elle va tomber sur des clients qui vont pas correspondre à son alignement, comme a dit Béatrice. Donc, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai, quand on est aligné avec ses créations, on est aligné aussi sur ses valeurs et sur les valeurs qu'on renvoie ou les vibrations qu'on renvoie, ben forcément, on va atteindre les bons clients. Donc, c'est ça aussi. Et c'est vrai qu'en s'éparpillant, en voulant s'éparpiller, ça crée, ça va pas, c'est dans tous les sens. Et même notre communication va s'en ressentir. On va voir qu'on n'est pas homogène, on va voir qu'il n'y a pas une harmonie dans notre communication, on va voir tout ça. Et le client le ressent aussi. Donc, alors qu'un client, quand il arrive sur un site et surtout quand il doit passer à l'achat, ce qu'il recherche avant tout, c'est être rassuré, de se dire j'ai fait le bon choix. Voilà. Donc, du coup, si on a tous ces points-là qui sont vus, on a déjà réfléchi à notre persona, qui sont en symbiose, on va dire. Exactement. Et ben du coup, ça crée une unité. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc, vous devez refaire votre site internet. Non, je rigole. Donc, il faut regarder par rapport à ça. Après, je vous dis, c'est juste un élément entre guillemets marketing, le persona, mais c'est important quand même de bien se dire, voilà, moi, j'ai des toiles, à qui je veux les vendre. Et après, ça vous définit on va dire un entonnoir de communication pour aller chercher ces personnes-là. Donc tout à l'heure on a parlé de LinkedIn, tout à l'heure on a parlé de Facebook, tout à l'heure on a parlé de médecins, d'avocats, de cabinets dentaires, de gynéco aussi. Quelqu'un a fait la petite blague, mais voilà, c'est vrai que il faut que vous vous adaptiez à ce que vous voulez, à qui vous voulez atteindre. Après, il rigole, mais pour le gynéco, moi, je connais quelqu'un qui fait des… Mais oui, Francesca. Voilà. Elle est là, Francesca. Elle n'est pas là, Francesca. Des sexes féminins. Et effectivement, je pense que c'est un marché. Ça peut fonctionner. Elle peut tout à fait cibler ce marché-là. Mais voilà, mais c'est se poser la question, pas forcément, trop longtemps. Bien se caler sur ses valeurs, l'alignement. Et je vous conseille le livre de la méthode Live Mentor également, justement pour ça.
pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'entrepreneuriat et comment on peut aligner ses valeurs, comment on peut, voilà, il y a différentes choses. Donc on vous donnera aussi. Et là, alors je fais une petite parenthèse, mais pour ceux qui sont sur le bootcamp, ils vont comprendre. Effectivement, à un moment donné, on a regardé des sites internet aussi au tout début du bootcamp pour un petit peu regarder ce qui ressortait, les valeurs qui ressortaient, l'alignement qui ressortait de certains sites. Et on s'était aperçu qu'il y avait un site qui avait un logo, par exemple, qui était vraiment mais très très bizarre. Donc Hook, hein, pour ceux qui ont suivi, c'est un artiste qui s'appelle Hook. H2OK. Et en fait, il a un logo où on dirait que, comme il a peint à la main son logo, il l'a peint avec du rouge et il a mis ce logo, donc peint avec du rouge, un peu qui coule sur un fond noir. C'est vrai, quand on arrive sur son site, on a cette impression de quelque chose qui est sanguinolent. Et c'est hyper bizarre parce que quand on regarde son travail, c'est pas du tout dans cette optique-là. Il fait vraiment il a une belle maîtrise, il n'est pas du tout dans l'ensanglanté. Et pourtant, son logo, quand on arrive, bim, on arrive sur quelque chose qui tout de suite nous perturbe. On se dit, mais on est dans un film d'horreur, qu'est-ce qui se passe? Et donc, vous voyez, là, il y a un décalage par rapport au persona. C'est-à-dire que le persona, c'est aussi ce que vous dégagez avec vos tableaux. Donc, si vous dégagez quelque chose qui est complètement pur, là, en plus, il peint souvent des femmes en famille, des choses comme ça. Et du coup, vous avez un logo sanguinolent sur votre première page de site web. Il y a un problème, quoi. Donc, il y a un décalage. Et donc, du coup, c'est hyper perturbant. En tout cas, moi, je l'ai ressenti et beaucoup d'artistes qui ont fait l'exercice avec moi ont ressenti la même impression. Ils se sont dit, mais pourquoi ce logo? Donc, vous voyez, c'est aussi, et puis même sa signature, parce que c'est un logo signature, en fait. C'est pas vraiment un logo, c'est sa signature. Donc, pourquoi cette signature un peu rouge vif sur un fond noir, en plus, un gros placard sur son site web. Donc, je vous invite à aller le voir. Donc, c'est David Hook, hein, je crois que c'est David. H-O-O-K, et vous regarderez son site web et vous allez vous poser la question aussi, je pense. Alors après, il y a, pour le site, j'ai la fonction artiste et formatrice, donc deux galeries, voilà, différentes, mais en fait, il faut soit faire deux sites, parce que tu vas pas forcément attirer la même chose, ou de faire sur le même site, par exemple, deux onglets ou deux boutons pour dire je suis intéressé par l'artiste, je suis intéressé par la formatrice, ou oui, différents boutons qui définissent bien l'entrée dans le site en disant, voilà, persona 1, persona 2. Parce que c'est vrai que si le persona, et d'ailleurs, on va vous en parler après parce qu'on a quelque chose à vous annoncer, mais je pense que vous l'avez déjà vu pour certains, vous allez très bien comprendre. Donc voilà, donc faut faire deux sites différents, faut essayer de minimiser en fait les correspondances entre différents personnages qui ne peuvent pas se comprendre ou qui ne peuvent pas comprendre les interactions de communication. Mettre en avant la plus grosse communauté des deux. C'est-à-dire que si votre communauté sur la formation est énorme, à ce moment-là, votre site web va être un petit peu orienté vers votre formation, vers votre profil formateur, de formatrice. En revanche, si votre communauté est énorme en tant que peintre, eh bien, c'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant plus que l'autre. Voilà. Je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour moi. Ouais. Alors, donc, est-ce que vous avez encore des petites questions? Donc, mais là, finalement, le persona permet de définir notre cohérence tant dans notre prospection que notre communication et notre identité visuelle et nos valeurs. Est-ce que toi, tu as envie de montrer? Alors, oui, Marie-Hélène, merci pour cette information. Après, j'essaie de lire un petit peu. Ah, c'est Christian Hook. Excuse-moi, Catherine. Voilà. Ah, tu vois, j'avais David, mais je ne retiens pas les prénoms. Je suis vraiment là-dessus, j'ai un problème. Christian Hook, c'est ça. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu thriller, mais bon. En tout cas, voilà, l'idée c'est de séparer un petit peu vos sites et vos services et produits. Donc, soit vous faites de l'information, donc pure formation, soit vous faites des tableaux, et dans ce cas-là, il faut vraiment séparer les deux, parce que vous allez avoir de toute façon une dissension entre les deux personnages qui vont pas comprendre, et en fait, c'est ça, c'est vous voulez plaire à tout le monde, mais vous ne plaisez à personne, parce que personne va se reconnaître dans le site. D'accord? À très vite. Ciao.